Ma fille de 5 ans a demandé « Pourquoi l'ami de papa vient nous voir quand tu es au travail ?» La question me frappe comme un coup physique, pendant que je prépare le déjeuner d'Emma pour l'école. Elle est assise à la table de la cuisine, balançant ses jambes et coloriant dans son livre de princesse, quand elle lève les yeux avec ses yeux bleus innocents et détruit mon monde avec ces quelques mots. « Pourquoi l'ami de papa vient nous voir quand tu es au travail ?» Mes mains se figent sur le sandwich que je prépare, et je sens mon cœur commencer à s'emballer. Je me retourne lentement, essayant de garder une voix décontractée, même si ma gorge me semble nouée. « Quelle amie, ma chérie ?» Emma ne lève pas les yeux de son coloriage, la jolie dame avec les cheveux longs. « Elle vient parfois après que tu sois parti au travail. Papa m'a dit de ne pas te le dire parce que c'est une surprise. » Le couteau à beurre de cacahuète glisse de ma main et tombe sur le sol avec un bruit sec. Je m'agenouille au niveau d'Emma, luttant pour garder ma voix stable. « À quoi ressemble cette amie, bébé ?» Emma penche la tête, considérant la question avec le sérieux dont seule une enfant de 5 ans est capable. « Elle est vraiment jolie, comme la princesse dans mon livre, elle a des cheveux jaunes comme réponse, et elle sent toujours les fleurs. Et elle m'apporte des biscuits parfois, mais papa dit que je ne peux pas te parler des biscuits non plus parce qu'ils font partie de la surprise. » Mon estomac se noue maintenant. Mon mari, David, n'a jamais mentionné d'amie féminine, et nous sommes ensemble depuis 8 ans. Il n'est pas du genre à avoir des amitiés étroites avec des femmes, surtout pas celles qui nécessitent de garder le secret vis de sa femme. « C'était quand la dernière fois que l'ami de papa est venu ?» Je demande, essayant toujours de paraître détendue, alors que mon esprit passe en revue toutes les possibilités. Peut être que c'est quelqu'un de son travail. Peut être que c'est une voisine que je n'ai pas encore rencontrée. Peut être qu'il y a une explication parfaitement innocente pour laquelle une femme étrangère visite ma maison pendant que je suis à mon travail. Emma plisse le visage en réfléchissant. « Hier matin après que tu sois parti au travail et le jour d'avant aussi. Elle est restée très longtemps hier. Il parlait dans le bureau de papa avec la porte fermée, et ensuite je les ai entendus monter dans votre chambre à coucher. La pièce commence à tourner. Une femme étrangère était dans ma chambre hier, pendant que j'étais au travail. Je m'excuse, et je vais dans la salle de bain, où j'appelle immédiatement David. Ça tombe directement sur la messagerie vocale. J'essaie encore. Messagerie vocale à nouveau. C'est inhabituel car David répond toujours à son téléphone, surtout quand il sait que je prépare Emma pour l'école et que je pourrais avoir besoin de quelque chose. Je lui envoie un SMS. « Peux-tu m'appeler quand tu auras ce message ? Emma a mentionné que tu avais reçu une amie hier. » J'attends 5 minutes pour une réponse. Rien. David est graphiste indépendant et travaille à domicile, il n'y a donc aucune raison pour qu'il ne soit pas disponible pour prendre mon appel ou répondre à un SMS immédiatement. Je conduis Emma à l'école dans un état de choc, mon esprit repassant chaque interaction que David et moi avons eue au cours des dernières semaines. A-t-il agi différemment? A-t-il été plus secret concernant son téléphone, son emploi du temps, son humeur? En y repensant, je réalise que oui. Il y a 3 semaines, il a commencé à poser son téléphone face vers le bas pendant le dîner, chose qu'il ne faisait jamais auparavant. Il a pris des appels dans le garage ou à l'extérieur, prétendant qu'ils étaient liés au travail. Et maintenant que j'y pense, il a fait la lessive plus souvent dernièrement, y compris laver les draps du lit presque tous les jours cette semaine, ce qui semblait excessif, mais que j'ai attribué à ses standards de propreté. Après avoir déposé Emma, je m'assieds dans ma voiture sur le parking de l'école et j'appelle ma meilleure amie, Lisa. Je pense que David me trompe, dis-je sans préambule. Lisa, qui n'a jamais particulièrement aimé David, reste silencieuse un instant. Que s'est-il passé? Je lui raconte la révélation innocente d'Emma à propos de la mystérieuse femme, aux longs cheveux blonds, qui vient pendant mes heures de travail, et apporte des biscuits. Et elle était dans notre chambre, Lisa. Une inconnue était dans notre chambre pendant que j'étais au travail. La voix de Lisa se durcit. Tu dois rentrer chez toi tout de suite et le confronter. Ne lui laisse pas le temps de préparer des mensonges ou de cacher des preuves. Mais je ne peux pas rentrer chez moi. Pas encore. J'ai trop peur de ce que je pourrais trouver. Trop peur de ce que David pourrait dire. Au lieu de cela, je conduis jusqu'à mon bureau, et j'essaie de me concentrer sur le travail, mais c'est impossible. Chaque fois que mon téléphone vibre, je sursaute, pensant que ça pourrait être David qui retourne mon appel ou mon SMS.
Mais des heures passent sans aucune réponse de sa part. C'est complètement inhabituel de sa part. En 8 ans de vie commune, David n'est jamais resté plus d'une heure sans répondre à mes messages, à moins de m'avoir prévenu à l'avance qu'il serait indisponible. Le silence est presque pire que la révélation d'Emma, car cela suggère qu'il évite délibérément tout contact avec moi. Au déjeuner, je passe en voiture devant notre maison, au lieu d'aller au restaurant. La voiture de David est dans l'allée, mais il y a aussi une BMW blanche que je ne reconnais pas, garée dans la rue juste devant notre maison. Mes mains commencent à trembler, alors que je me gare quelques maisons plus loin, et que j'observe. Après environ 10 minutes, je vois du mouvement à travers notre fenêtre de devant. David apparaît dans le salon avec une femme que je n'ai jamais vue auparavant. Elle est grande, blonde et magnifique, exactement comme Emma l'a décrite. Elle porte une robe moulante et des talons, pas le genre de tenue décontractée à laquelle on s'attendrait d'une voisine ou d'une collègue de travail qui passe à l'improviste. Ils se tiennent proches l'un de l'autre, et pendant que je regarde, David pose sa main sur le bas de son dos dans un geste qui est indéniablement intime. Je prends des photos avec mon téléphone, mes mains tremblant tellement que je peux à peine le tenir stable. La femme me semble familière, mais je n'arrive pas à me rappeler où j'ai pu la voir auparavant. Ils disparaissent de la fenêtre, et je reste assise dans ma voiture pendant encore 20 minutes, mais ils ne réapparaissent pas. La BMW reste garée devant ma maison. Je finis par retourner au travail, me sentant malade à en avoir la nausée. Les images de la main de David sur le dos de cette femme continuent de clignoter dans mon esprit. L'intimité décontractée de ce geste suggère que ce n'est pas une nouvelle relation. Ils sont à l'aise l'un avec l'autre, familiers d'une manière qui prend du temps à se développer. De retour au bureau, je n'arrive à me concentrer sur rien. Je n'arrête pas de vérifier mon téléphone pour des messages de David, mais il n'y a toujours rien. J'essaie de l'appeler à nouveau, et cette fois, ça ne sonne même pas. Ça va directement sur la messagerie vocale, ce qui signifie qu'il a soit éteint son téléphone, soit bloqué mon numéro. La réalisation que mon mari a être bloqué mes appels me rend physiquement malade. Je m'excuse de ma réunion de l'après-midi, et m'assois dans les toilettes, en pleurant silencieusement, tout en essayant de comprendre quoi faire ensuite. Dois-je rentrer à la maison et les confronter? Dois-je attendre que David me contacte? Dois-je appeler un avocat? C'est alors qu'il me vient à l'esprit de vérifier notre compte bancaire commun. Je me connecte à notre banque en ligne sur mon téléphone, et ce que je vois me glace le sang. Il y a eu des dépenses que je ne reconnais pas au cours du dernier mois. Des restaurants chers, où je ne suis jamais allée. Un achat dans une bijouterie pour 800 $ la semaine dernière seulement. Des dépenses chez Victoria's Secret et Sephora, des magasins où je fais rarement des achats. Des frais de chambre d'hôtel dans notre propre ville, ce qui n'a aucun sens car nous vivons ici. David a dépensé notre argent pour cette autre femme, l'emmenant dans de bons dîners, lui achetant des bijoux et de la lingerie, et même prenant des chambres d'hôtel, pour avoir de l'intimité. Les preuves de sa liaison sont là, noir sur blanc, et ça dure depuis au moins un mois. Je prends des captures d'écran de tout, et je transfère les images à Lisa. Elle m'appelle immédiatement. Oh, ma chérie, je suis tellement désolée. C'est énorme. Il ne fait pas que tromper. Il a une véritable relation avec cette femme, et dépense ton argent pour le faire. La voix de Lisa est pleine d'une juste colère en mon nom. Tu dois tout documenter, obtenir des copies de tous ses relevés, et parler à un avocat avant de le confronter. S'il ment et se cache depuis tout ce temps, qui sait ce qu'il pourrait cacher d'autre? La pensée qu'il pourrait y avoir encore plus de secrets, plus de trahison, me donne l'impression de me noyer. Je quitte le travail tôt en prétendant être malade, ce qui n'est pas tout à fait un mensonge. J'ai l'impression que je pourrais vomir à tout instant. Au lieu de rentrer chez moi, je conduis jusqu'à la maison de Lisa. Elle jette un coup d'œil à mon visage, et me serre dans ses bras. Nous allons régler ça, dit-elle fermement. Mais d'abord, tu dois penser à Emma. Si tu vas confronter David ce soir, tu dois avoir un plan pour la protéger du chaos, qui s'apprête à éclater. Lisa a raison. Emma est innocente dans tout cela. Et quoi qu'il arrive entre David et moi, elle ne devrait pas avoir à assister à la destruction du mariage de ses parents en temps réel. Lisa suggère que j'appelle ma mère, et lui demande de récupérer Emma à l'école et de la garder pour la nuit. Dis à ta mère que toi et David devez avoir une conversation importante. Tu n'as pas besoin de donner de détails pour l'instant.
Je passe l'appel et ma mère accepte immédiatement d'aider, bien que je puisse entendre l'inquiétude dans sa voix. Elle a toujours bien aimé David, mais elle est protectrice de sa petite fille par-dessus tout. Tu vas bien, ma puce? Tu as l'air contrariée. Je promets de l'appeler plus tard avec plus d'informations, et lui demande de ne rien mentionner à Emma sur le fait que maman et papa doivent parler. Fais juste en sorte que ce soit une soirée pyjama amusante avec grand-mère. Avec Emma en sécurité loin de la maison, je rentre enfin chez moi à 16 heures. La BMW blanche a disparu, mais la voiture de David est toujours dans l'allée. Je reste assise dans ma voiture quelques minutes, essayant de rassembler mon courage pour ce qui va se passer. Mon mariage pourrait se terminer aujourd'hui. La vie que j'ai construite avec David au cours des 8 dernières années pourrait être terminée. Le monde d'Emma est sur le point de changer pour toujours, et je ne peux rien faire pour l'empêcher. Je pense à tous les signes que j'ai manqués, à toutes les fois où David a semblé distant ou distrait que j'ai attribué au stress du travail. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Depuis combien de temps est-ce que je vis dans un mensonge? J'entre dans la maison et je trouve David dans la cuisine en train de se préparer nonchalamment un sandwich comme si rien d'inhabituel ne s'était passé aujourd'hui. Il lève les yeux quand j'entre et pendant juste une seconde, je vois la culpabilité traverser son visage, avant qu'il ne se reprenne, et ne sourit. « Hé chérie, tu es rentrée tôt. Comment s'est passée ta journée ?» La normalité de son ton, la façon désinvolte dont il pose des questions sur ma journée, alors que le parfum d'une autre femme s'attarde encore dans notre maison, me fait voir rouge. Ma journée a été intéressante, dis-je, en posant mon sac à main sur le comptoir. Emma m'a dit quelque chose de fascinant ce matin, à propos de ton ami, qui vient te rendre visite quand je suis au travail. Le visage de David devient complètement blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il, mais sa voix manque de conviction. Il sait exactement de quoi je parle, et il sait qu'il a été pris au piège. Emma a dû se tromper sur quelque chose. Je sors mon téléphone et lui montre les photos que j'ai prises de lui avec la femme blonde dans notre salon. Elle ne m'a pas l'air de s'être trompée. Elle ressemble à quelqu'un qui observe ce qui se passe dans notre maison, pendant que je suis au travail, prêtant attention aux détails comme le fait une fillette intelligente de 5 ans. David s'assoit lourdement sur l'une des chaises de la cuisine, et je peux voir son esprit s'emballer alors qu'il essaie de trouver comment gérer cette situation. « Sarah, je peux t'expliquer. » Il commence, mais je lui coupe la parole. « Expliquer quoi? Expliquer pourquoi il y a une femme étrangère dans notre maison, dans notre chambre à coucher, pendant que je suis au travail. Expliquer pourquoi tu as dépensé notre argent en bijoux, en chambre d'hôtel et en dîner cher, où je ne suis jamais allée. Expliquer pourquoi tu as bloqué mes appels téléphoniques aujourd'hui, alors que j'essayais de te joindre. » Je lui montre les captures d'écran de notre compte bancaire, et il tressaille réellement, en les voyant, car j'aimerais vraiment entendre une explication qui donne un sens à tout cela. Le silence s'étire entre nous pendant ce qui semble être des heures. David n'arrête pas d'ouvrir la bouche comme s'il allait dire quelque chose, puis de la refermer. Finalement, il lève les yeux vers moi avec des larmes dans les yeux. Elle s'appelle Michelle. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 mois alors que je travaillais sur un projet pour son entreprise. Ça a commencé comme une simple amitié, mais ensuite, il s'interrompt, incapable de terminer sa phrase. 6 mois. Il a une liaison depuis 6 mois, me mentant effrontément tous les jours pendant que j'allais travailler, et que je m'occupais de notre fille, croyant que nous étions une famille heureuse. C'est juste arrivé, Sarah. Je n'avais pas prévu que ça arrive. Ça a juste arrivé. Je répète, incrédule. Les chambres d'hôtel ont juste arrivé. Les achats de bijoux ont juste arrivé. Tu as accidentellement dépensé 800 $ de notre argent pour une femme qui n'est pas ta femme? David tressaille encore, et la fait rentrer dans notre maison, dans notre chambre, où notre fille pouvait la voir. Ça a juste arrivé, ça aussi. Je parle plus fort maintenant, et je vois bien que nos voisins pourraient entendre, mais je m'en fiche. Elle était dans notre lit, David. Une étrangère était dans notre lit pendant que j'étais au travail, te faisant confiance pour t'occuper de notre maison et de notre fille. David retrouve enfin sa voix. Je n'ai jamais voulu qu'Emma voie quoi que ce soit. Michel part généralement avant que tu rentres. Hier, c'était différent, parce que, il s'arrête, réalisant qu'expliquer les détails de son emploi du temps d'adultère n'aide pas son cas. Parce que quoi? J'exige. Parce que tu avais besoin de plus de temps pour baiser ta petite amie dans notre lit conjugal. Le langage cru nous choque tous les deux.
Je ne parle jamais comme ça, mais la trahison a dépouillé toute ma politesse. David me regarde comme si je l'avais giflé. Ce n'est pas comme ça, dit-il faiblement. Michel et moi avons des sentiments l'un pour l'autre. Ce n'est pas juste un truc sans lendemain. L'aveu qu'il a des sentiments pour une autre femme blesse plus que tout ce qu'il aurait pu dire d'autre. Une aventure sans lendemain aurait pu être quelque chose que nous aurions pu surmonter, mais David est amoureux de quelqu'un d'autre. Il a mené une double vie. Entretenir une relation avec une autre femme, tout en prétendant être un mari et un père dévoué. Depuis combien de temps es-tu amoureux d'elle, je demande, et ma voix sonne creuse même à mes propres oreilles. Le silence de David est une réponse suffisante. Il est amoureux de Michel depuis des mois, être durant l'intégralité des 6 mois de leur relation, ce qui signifie qu'il m'a menti sur ses sentiments, et pas seulement sur ses actes. Qu'est-ce qui se passe maintenant, je demande, bien que je ne sois pas sûre de vouloir entendre la réponse. David passe ses mains dans ses cheveux, un geste que je trouvais attachant, mais qui maintenant m'irrite simplement. Je ne sais pas, admet-il. Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes comme ça. Je n'ai jamais voulu qu'Emma soit impliquée. Mais Emma est impliquée. Notre fille de 5 ans a regardé la liaison de son père se dérouler, gardant des secrets qu'elle ne comprend pas, se voyant demander de mentir à sa mère, au sujet des biscuits et des visites. Elle a vécu avec tes mensonges tout comme moi, je lui dis. Tu as rendu notre fille complice de ta trahison. Cela semble frapper David plus durement que tout ce que j'ai dit d'autre. Il se met à pleurer pour de bon. Et pendant un instant, je suis presque désolée pour lui. Mais ensuite je me souviens des relevés bancaires, des photos de lui touchant Michel, du fait qu'il a bloqué mes appels aujourd'hui, alors qu'elle était dans notre maison. Je vais te le demander une fois, dis-je, surprise par le calme de ma voix. Veux-tu sauver notre mariage, ou veux-tu être avec Michel? David lève les yeux vers moi, ses yeux sont rouges et gonflés. Je ne sais pas, murmure-t-il. Je suis tellement confus. Je t'aime, mais je l'aime aussi, et je ne sais pas comment choisir. Le fait qu'ils doivent choisir, qu'il y ait même un choix à faire, me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur là, où se trouve vraiment son cœur. S'il voulait vraiment sauver notre mariage, il n'y aurait pas de choix. Michel serait hors de sa vie immédiatement, et il implorerait mon pardon. Au lieu de cela, il me demande de rivaliser avec sa maîtresse, pour ses affections. Laisse-moi t'aider avec ce choix, dis-je, en me levant de table. Emma et moi resterons chez ma mère ce soir. Tu pourras utiliser ce temps pour déterminer ce que tu veux. Mais comprends bien ceci, si tu choisis Michel, notre mariage est terminé. Je ne me battrai pas pour un homme qui ne veut pas qu'on se batte pour lui. Pendant que je fais un sac pour Emma et moi, David me suit dans la maison, alternant entre les excuses et les justifications. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Il n'arrête pas de dire, tu travailles tellement, et nous ne nous parlons presque plus. Et Michel me fait me sentir de nouveau vivant. J'arrête de faire mes bagages et je me tourne vers lui. Alors, c'est de ma faute parce que je travaille pour subvenir aux besoins de notre famille, parce que je suis fatiguée à la fin de la journée après avoir pris soin de tout ici pendant que tu es à la maison à jouer au papa et à la maman avec ta petite amie. David fait rapidement marche arrière. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'essaie juste d'expliquer comment les choses sont devenues si compliquées. Mais les choses ne sont pas compliquées. David a choisi d'avoir une liaison. Il a choisi de me mentir tous les jours, pendant 6 mois. Il a choisi de faire entrer une autre femme dans notre maison et dans notre lit. Il a choisi de dépenser notre argent pour elle, et d'obliger notre fille à garder des secrets. Ce n'étaient pas des accidents ou des malentendus. C'étaient des choix délibérés qu'il a fait à plusieurs reprises pendant des mois. La seule chose qui est compliquée, je lui dis en fermant ma valise, c'est comment tu vas expliquer à Emma pourquoi maman et papa ne vivent plus ensemble. Je conduis jusqu'à la maison de ma mère, les larmes coulant sur mon visage, mais avec aussi un étrange sentiment de soulagement. Ne pas savoir était une torture. Le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais ne pas pouvoir identifier quoi, me rongeait depuis des semaines. Maintenant je connais la vérité, aussi horrible soit-elle, et je peux commencer à comprendre comment avancer. Emma est ravie de me voir chez grand-mère et bavarde avec excitation de leur après-midi ensemble. Elle n'a aucune idée que son monde est sur le point de changer pour toujours, et je suis reconnaissante de cette innocence, même si je sais que ça ne peut plus durer très longtemps. Ma mère jette un coup d'œil à mon visage, et sait que quelque chose de grave s'est produit. Après qu'Emma soit allée se coucher,
Je lui dis tout sur la question innocente d'Emma ce matin, sur la découverte de la liaison de David, sur la confrontation de cet après-midi. Ma mère me tient la main pendant que je pleure, et me dit qu'elle est fière de ma force. Tu mérites tellement mieux que ça, dit-elle farouchement, et Emma mérite un père qui ne lui ment pas et ne lui demande pas de garder des secrets envers sa mère. Sa colère en notre nom est réconfortante, même si elle ne peut pas réparer ce qui est cassé. Le lendemain matin, je me porte malade au travail, et je prends des rendez-vous, avec une avocate spécialisée en divorce, et un thérapeute. J'ai besoin de conseils juridiques pour me protéger financièrement, ainsi qu'Emma. Et j'ai besoin d'une aide professionnelle pour assimiler cette trahison et comprendre comment aider Emma à traverser ce qui s'en vient. L'avocate, Rebecca Martinez, est compatissante, mais directe. Documentez tout, me dit-elle. Gardez des copies de tous les relevés financiers, montrant ses dépenses pour la liaison. S'il a utilisé les fonds matrimoniaux pour soutenir une autre relation, c'est pertinent dans la procédure de divorce. Elle me conseille également de faire attention à ce que je dis à Emma, sur la situation. Les enfants de son âge n'ont pas besoin de détails, mais ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que leurs deux parents les aiment et que les problèmes entre maman et papa ne sont pas de leur faute. David m'appelle 17 fois ce jour-là. Je ne réponds à aucun d'entre eux, mais j'écoute ses messages vocaux. Il passe des excuses à la colère, puis au désespoir. Dans le dernier, il me dit qu'il a rompu avec Michel et qu'il veut travailler sur notre mariage. J'ai fait une terrible erreur, dit-il, la voix brisée. Je t'ai choisi, Sarah, je choisis notre famille. S'il te plaît, rentre à la maison, pour que nous puissions parler. Mais le mal est déjà fait. Même s'il a mis fin à la liaison, même s'il veut vraiment sauver notre mariage, je ne sais pas si je pourrai un jour lui faire confiance à nouveau. Comment reconstruisez-vous une relation avec quelqu'un qui vous a menti effrontément pendant 6 mois, tout en entretenant une relation avec quelqu'un d'autre? J'accepte de rencontrer David dans un café le lendemain, pour discuter de la logistique de notre séparation. Il a l'air terrible, mal rasé, portant les mêmes vêtements qu'hier, des cernes noires sous les yeux. J'ai rompu avec Michel, dit-il immédiatement. Je lui ai dit que j'avais fait une erreur et que je veux sauver mon mariage. J'étudie son visage, à la recherche de signes de tromperie. Quand as-tu rompu, je demande. Hier, juste après que tu sois parti. Il a attendu d'être pris au piège, jusqu'à ce qu'il soit forcé de choisir, de mettre fin à sa liaison. Il n'y a pas mis fin parce qu'il a réalisé que c'était mal ou parce qu'il se sentait coupable d'avoir trahi sa famille. Il y a mis fin parce qu'il s'est fait attraper. Je veux essayer la thérapie de couple, poursuit David. Je veux faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Une partie de moi veut le croire, veut penser que notre mariage peut être sauvé. Mais une plus grande partie de moi ne cesse de penser aux questions innocentes d'Emma, au fait que notre fille était un témoin involontaire de la trahison de son père. David, tu as impliqué notre enfant dans ta liaison. Tu lui as demandé de me garder des secrets. Tu l'as mise dans la position de mentir par inadvertance à sa mère. Le visage de David se crispe. Je sais. Je me déteste pour ça. Je n'aurais jamais dû mettre Emma dans cette position, mais il a mis Emma dans cette position. Et maintenant, je dois trouver comment l'aider à assimiler le fait que l'ami de papa ne viendra plus nous voir. Que maman et papa vivent dans des maisons différentes, que sa famille se désintègre à cause des choix que son père a faits. J'ai besoin de temps. Je dis à David, j'ai besoin d'espace pour comprendre si je peux te pardonner, si je peux te faire confiance à nouveau, si je veux essayer de sauver ce mariage. David hoche la tête avec empressement. Tout ce dont tu as besoin, je ferai tout ce que tu veux, mais c'est là le problème. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas si l'amour est suffisant pour surmonter ce niveau de trahison. 3 semaines plus tard, Emma et moi vivons toujours chez ma mère. David et moi suivons une thérapie de couple, mais ça ne se passe pas bien. Chaque séance semble découvrir de nouveaux mensonges, de nouveaux détails sur sa relation avec Michel, qui font que la trahison semble fraîche à nouveau. Il admet qu'il a dit à Michel qu'il l'aimait. Il admet qu'ils ont parlé du fait qu'il allait me quitter. Il admet qu'Emma les a surpris, en train de s'embrasser une fois, ce qui est la raison pour laquelle il lui a dit de ne pas me parler de ses visites. Chaque révélation ressemble à une nouvelle blessure, et je commence à penser que certaines choses ne peuvent pas être réparées, peu importe à quel point les deux personnes le souhaitent. Emma pose plus de questions maintenant. Elle veut savoir quand nous allons rentrer à la maison, quand papa va venir chez grand-mère, pourquoi maman pleure parfois.
j'ai commencé à l'emmener voir une pédopsychiatre qui se spécialise dans l'aide aux enfants pour faire face aux changements familiaux. La thérapeute, le docteur Suzanne Kim, me dit qu'Emma est remarquablement résiliente, mais qu'elle est aussi confuse et inquiète de savoir si elle a fait quelque chose de mal en parlant de l'ami de papa. Les enfants de son âge se blâment souvent eux-mêmes lorsque leurs parents se séparent, explique le docteur Kim. Il est important de continuer à la rassurer sur le fait que rien de tout cela n'est de sa faute, qu'elle n'a rien fait de mal en te disant la vérité. 4 semaines après que la question innocente d'Emma ait tout changé. Je prends ma décision, je demande le divorce. La thérapie de couple m'a montré que, si David regrette de s'être fait attraper, il ne semble pas vraiment comprendre l'ampleur de sa trahison. Il n'arrête pas de dire que la liaison est juste arrivée, comme si c'était quelque chose qui échappait à son contrôle, plutôt qu'une série de choix délibérés qu'il a fait sur 6 mois. Il semble plus soucieux d'éviter les conséquences que de comprendre comment ses actions nous ont affectés, Emma et moi. Quand je lui fais part de ma décision, il me supplie de reconsidérer la question. Nous pouvons faire en sorte que ça marche, supplie-t-il. Beaucoup de couples survivent aux liaisons, mais ce n'était pas juste une liaison. C'était David construisant une vie secrète, mentant à notre fille, lui demandant de me mentir, dépensant notre argent pour une autre femme, ramenant sa maîtresse dans notre maison et dans notre lit. C'était une trahison fondamentale de tout ce que notre mariage était censé représenter. L'honnêteté, la confiance, faire passer notre famille en premier. Certaines trahisons sont trop grandes pour qu'on en revienne, je lui dis. Et même si je pouvais te pardonner, je ne serais jamais capable d'oublier que notre fille faisait partie de ta tromperie. Tu l'as rendue complice de la destruction de notre famille. La procédure de divorce est douloureuse, mais simple. David ne conteste pas la garde. Emma vivra avec moi pendant la semaine et lui rendra visite le week-end. Il accepte de payer une pension alimentaire et de vendre notre maison pour que nous puissions partager la valeur nette. Les relevés financiers de ses dépenses de liaison aident à établir qu'il a gaspillé les biens matrimoniaux, ce qui joue en ma faveur dans la division des biens. Michel est assigné à témoigner sur leur relation, et j'apprends des détails que je n'aurais jamais voulu savoir. La liaison était en effet sérieuse. Ils avaient parlé d'emménager ensemble, du fait que David me quitte, du fait que Michel pourrait potentiellement devenir la belle-mère d'Emma. Entendre cela me fait réaliser que mon mariage était terminé bien avant que la question d'Emma ne révèle la vérité. 6 mois plus tard, Emma et moi avons notre propre appartement. Elle s'adapte bien à la nouvelle routine, bien qu'elle demande encore parfois quand nous allons retourner à l'ancienne maison. Je lui dis que parfois les familles changent et que même lorsque les parents ne vivent plus ensemble, ils aiment tous les deux toujours beaucoup leurs enfants. David la voit un week-end sur 2, et il essaie de reconstruire leur relation, bien qu'Emma soit plus réservée avec lui maintenant. Elle semble comprendre à un certain niveau que papa a fait des erreurs, même si elle ne comprend pas entièrement quelles étaient ces erreurs. Je suis en thérapie individuelle, je travaille sur ma colère et ma douleur, j'apprends à faire confiance à nouveau à mon instinct. La thérapeute, le docteur Jennifer Walsh, m'aide à comprendre que les signes de la liaison de David étaient là, mais qu'ils étaient subtils et faciles à rejeter, lorsque vous faites totalement confiance à votre partenaire. Le traumatisme de la trahison est réel, me dit-elle. Tout votre sens de la réalité a été ébranlé lorsque vous avez découvert que la personne en qui vous aviez le plus confiance vous mentait depuis des mois. Il faudra du temps pour reconstruire votre capacité à faire confiance à la fois aux autres et à vous-même. En y repensant, je peux voir les signes que j'ai manqués ou ignorés. Les habitudes téléphoniques de David qui changent. Son intérêt soudain pour faire la lessive plus fréquemment. Ses affirmations concernant les appels professionnels, qu'il emmenait à l'extérieur ou dans le garage. Les changements dans notre vie sexuelle que j'ai attribués au stress. La façon dont il a commencé à chercher des disputes sur de petites choses, ce que je comprends maintenant comme étant probablement la culpabilité, se manifestant sous forme d'irritabilité. Les achats coûteux que je ne connaissais pas parce que je lui faisais confiance pour gérer nos finances de manière responsable. Toutes les pièces étaient là, mais quand on aime quelqu'un, et qu'on lui fait totalement confiance, on ne suppose pas automatiquement qu'il mène une double vie. Emma commence l'école maternelle à l'automne, et je m'inquiète de la façon dont elle va expliquer sa situation familiale à ses nouveaux amis. Mais les enfants sont parfois plus adaptables que les adultes, et elle dit très factuellement à son professeur qu'elle vit avec maman pendant la semaine et rend visite à papa le week-end. L'enseignante, Madame Rodriguez, est gentille et compréhensive, et elle me tient informée de la façon dont Emma s'adapte socialement et scolairement. C'est une petite fille brillante et résiliente,
me dit Madame Rodriguez, lors de notre première réunion de parents. Elle parle de ses deux parents avec amour, ce qui suggère qu'elle se sent en sécurité malgré les changements dans sa structure familiale. 1 an après, que la question d'Emma ait tout changé. Je guéris toujours, mais je suis aussi plus forte que je ne l'étais avant. J'ai appris à faire confiance à mon instinct, à prêter attention aux signaux d'alarme, à prioriser mon propre bien-être et celui d'Emma, plutôt que de garder les autres à l'aise. J'ai appris que parfois, aimer quelqu'un signifie reconnaître quand cette personne n'est pas capable de vous aimer en retour de la manière dont vous le méritez. David et moi avons développé une relation de coparentalité fonctionnelle, bien que nous ne serons plus jamais amis. La confiance est trop brisée pour cela. Emma s'épanouit. Elle est confiante, heureuse, réussit bien à l'école, et s'est fait de bons amis. Elle sait que le divorce de ses parents n'était pas de sa faute, que dire la vérité sur l'ami de papa était la bonne chose à faire, et que ses deux parents l'aiment même s'ils ne s'aiment plus l'un l'autre. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si elle n'avait pas posé cette question innocente, si la liaison de David avait continué sans être découverte. Aurait-il fini par nous quitter pour Michel? Aurais-je passé des années de plus à vivre dans un mensonge, me demandant pourquoi quelque chose semblait clocher, mais ne découvrant jamais la vérité? À bien des égards, l'observation innocente d'Emma nous a sauvés toutes les deux. Elle a forcé la vérité à éclater au grand jour avant que d'autres dommages ne puissent être faits, avant que je ne gaspille plus d'années de ma vie avec quelqu'un qui n'était pas pleinement engagé dans notre mariage. Elle m'a permis de prendre des décisions éclairées concernant mon avenir au lieu de vivre dans l'ignorance. Elle m'a donné l'occasion de montrer en exemple à Emma que les femmes n'ont pas à accepter la trahison, qu'il vaut mieux affronter des vérités douloureuses que de vivre de confortables mensonges, et que parfois la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour sa famille est de la changer. La question qui a détruit mon mariage m'en a aussi libérée, et bien que je ne souhaiterais cette expérience à personne, je suis reconnaissante qu'Emma se soit sentie suffisamment en sécurité pour poser sa question innocente, que son honnêteté de petite fille de 5 ans ait coupé court à des mois de tromperie d'adulte, et qu'elle m'ait donné par inadvertance les informations dont j'avais besoin pour reprendre ma vie en main et construire un meilleur avenir pour nous deux. Parfois la vérité vient des sources les plus inattendues.